Bonjour, bien comme promis, je vais vous faire un résumé de la présentation que j'ai animée la semaine dernière et qui s'intitulait Enseigner au XXIe siècle, un changement de posture, point d'interrogation, quelles sont les pistes? Alors, comme vous allez le voir, je vais surtout parler du changement de posture, je vais me questionner là-dessus, je vais essayer aussi de le mettre en lien avec les compétences du XXIe siècle, et puis ensuite faire une comparaison aussi des méthodes d'enseignement. Et enfin, pour terminer, on fera un zoom sur quelques pédagogies actives que j'ai connu par l'intermédiaire de collègues ou d'observations de classe. Voilà. Alors je ne vais pas faire, je vais pas rentrer forcément dans les détails de toutes parce que je ne suis pas spécialiste de tout, mais on fera peut-être un petit rappel là-dessus. Et puis aussi se poser la question de comment on accompagne un changement de posture. Évidemment, dans cette présentation, je ne pourrais pas faire l'économie de vous parler aussi des changements qu'a provoqué l'intelligence artificielle dans notre quotidien, tant au niveau de la préparation de cours, mais également sur la mise à disposition d'outils chez les élèves et savoir un petit peu se poser la question de qu'est-ce qu'ils peuvent en faire et comment aussi éviter qu'ils soient systématiquement dépendants, complètement dépendants de ces solutions. Allez, c'est parti, j'espère pour une petite demi-heure. Alors d'abord, la question que je me posais, c'était finalement, à quoi ça sert de changer de posture? Je pars du principe qu'au départ, si on se pose la question, c'est que déjà, on va dire que vous commencez à envisager le changement. En fait, tout ça part d'une insatisfaction. Une insatisfaction que l'on a en classe, soit parce qu'on se rend compte que les élèves sont de plus en plus difficiles à engager, que le travail n'est pas forcément présent, qu'il y a beaucoup de passivité ou voire d'inattention. En tout cas, ça part toujours d'une observation et d'un ressenti d'enseignant. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, je crois qu'on a franchi le premier pas, c'est de se dire que finalement, face à ces problèmes, il peut y avoir des solutions. Parfois, malheureusement, on reste trop sur l'insatisfaction. On essaye de trouver des solutions ailleurs, notamment auprès des collègues, auprès des collègues qui vivent peut-être aussi la même insatisfaction. Et finalement, ça ne fait pas avancer. On reste entre soi et on n'essaye pas forcément d'aller au-delà. Donc, une fois qu'on a compris que ailleurs, peut-être, on peut trouver quelques pistes, il n'y a pas de solution miracle. Là, je pense qu'on rentre dans une procédure de transformation. Alors, comment on s'y prend? La première étape, c'est la formation ou l'auto-formation. On sait très bien qu'aujourd'hui, la formation est mise à mal, on va dire, pour minimiser le terme, et que surtout les collègues qui cherchent à se former vont peut-être plus se tourner vers des communautés d'enseignants ou sur des formations en auto-formation, donc par exemple des MOOC, notamment en ce moment sur l'intelligence artificielle. En tout cas, on abandonne clairement la formation en présentiel. Alors, c'est pas que je m'en réjouis personnellement parce que je trouve quand même qu'il y a du bon à être ensemble et à réfléchir ensemble. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Ces formations, elles sont de moins en moins nombreuses et puis surtout, elles grignotent de plus en plus sur notre temps de travail. Et ce temps-là, malheureusement, on sait très bien qu'il n'est pas extensible et on en a besoin. On a aussi besoin de temps de repos. Ça me paraît évident. Donc voilà, pour réfléchir, une fois qu'on a fait ce travail, on va dire, d'auto-formation, la troisième étape, et ça, je pense que c'est indispensable de le préciser, même si c'est une évidence, on ne va pas tout changer en même temps. Moi, en ce qui me concerne, vous le savez, je suis passée d'une forme institutionnelle de cours, avec un cours dialogué. Et puis, c'est parce qu'il y a eu un sentiment d'insatisfaction, comme je le dis souvent, et notamment dans mon livre, où je l'explique en détail. Eh bien, il y a un moment où on a envie de tester, mais ce test-là, c'est quoi ce test? Eh bien, d'abord, c'est quelque chose d'assez instable, parce qu'on a récupéré des informations à droite, à gauche, on a trouvé des modèles, mais encore, on n'est pas complètement prêt, je dirais, parce qu'on n'a pas testé et mis en contexte finalement ce que l'on a appris.
Donc cette phase d'expérimentation, évidemment, elle est extrêmement importante et je pense qu'il faut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'insatisfaction là aussi à ce niveau-là, parce que vous allez forcément échouer. Vous allez tester des choses, tout va pas fonctionner comme vous l'aviez vu sur certains modèles, et donc à chaque fois, il faut pas se décourager, il faut essayer de comprendre et de réajuster tout ça. Donc ça peut prendre parfois des années avant de se stabiliser. Ensuite, oh là, je suis allée un petit peu trop vite. Ensuite, cette phase de test, donc, elle va être suivie par une phase, on va dire, de stabilisation, où là, on a commencé à recueillir un certain nombre d'informations assez solides pour fixer et élaborer donc un protocole de cette nouvelle posture. Alors, qu'est-ce que j'entends par protocole? C'est l'organisation du cours, la préparation, l'évaluation. Enfin, vraiment, on prend tout à bras le corps et parfois, on repense l'ensemble. C'est-à-dire que de la préparation de cours, on ne va pas préparer ces cours. Par exemple, quand on est en classe inversée, on ne va pas du tout les préparer comme on les prépare lorsqu'on est plus dans une posture de démonstration. Donc forcément tout va être repensé et c'est pour ça que j'insiste pour le fait de dire qu'il s'agit de le faire progressivement. Donc quand on a à peu près un protocole, est-ce que ça s'arrête? Ben non. En fait, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, c'est assez logique parce que les choses évoluent, hein, on ne s'est pas figé dans le temps. Donc comme les choses évoluent, la technique évolue, les élèves évoluent, nous aussi il faut qu'on évolue et donc forcément on va procéder à des ajustements réguliers. Bref, tout ça pour vous dire que quand on commence à rentrer dans un changement de posture, je pense qu'on change aussi un peu de métier. On sort juste de celui qui transmet, l'enseignant qui transmet, à un enseignant qui forcément se pose des questions et devient un peu chercheur. Voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est cette capacité que l'on a quand on change quelque chose à vouloir absolument, et c'est tout à fait légitime, l'évaluer et poser des indicateurs pour voir si ça fonctionne ou pas. Alors, évidemment, quand on change de posture, on tombe forcément sur deux problématiques. D'abord, les programmes disciplinaires qu'il faut respecter et qu'il faut gérer aussi dans le temps. Et quand on est dans les pédagogies actives, on sait que c'est pas forcément une évidence, qu'il y a sûrement un grand travail de réflexion à mener. Et puis, à côté de ça, il y a aussi ces compétences du 21e siècle qui permettent, bien sûr, à l'élève de se préparer au monde de demain. Alors, quand on est notamment, on bascule dans cette posture aussi de changement, on les prend en considération et on essaye justement de faire en sorte qu'elles aient vraiment leur place dans l'enseignement. Alors, la pensée critique, la résolution de problèmes, j'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de la pédagogie active. Mais je voulais aussi vous dire que quand on change de posture, on met souvent quand même beaucoup plus les élèves dans une posture de communication, de créativité, de collaboration. Tout ça, ce sont des termes que l'on va retrouver quand on parlera tout à l'heure des pédagogies actives. Alors, un petit point justement sur le changement de posture. Je vous l'ai dit, pourquoi changer? Parce que les choses évoluent. Et là, au moment où on va se poser la question de qu'est-ce que je vais bouger dans ces pièces de puzzle, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas, ou qu'est-ce que je fais évoluer, la question va se poser forcément, parce que s'il y a eu ce sentiment d'insatisfaction, c'est qu'on se reconnaît plus, et surtout on reconnaît plus les élèves qu'on a en face de nous. Donc, je pense que c'est presque automatique. On va se poser la question de, finalement, quel est mon public? Comment je peux m'adapter à ce public-là? Et là, on se rend compte que forcément, aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui ont évolué par rapport au moment où vous êtes rentré dans le métier. Par exemple, les adolescents aujourd'hui, on le sait, ça paraît évident, ils vivent dans un monde où il y a une grande violence, notamment dans les réseaux sociaux. Il y a aussi les fausses nouvelles, toute la manipulation qui va avec. Du coup, en résulte forcément une hyperconnexion. Et puis aussi un monde quand même assez instable où on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'enfants et d'adolescents qui angoissent par rapport à leur avenir et notamment par rapport à ces incertitudes écologiques.
Je laissais de côté deux points qui me paraissent importants aussi. C'est aussi le sentiment qu'aujourd'hui, à l'école, on a malheureusement un peu l'impact de ce qu'on vit dans la société, des adultes, du monde du travail. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, en tout cas moi j'ai ce sentiment, mais je suis évidemment pas la seule, à avoir ce sentiment que le recul, il y a un recul évident du collectif. Le collectif ne fait plus vraiment rêver, on va dire. Ce qui fait rêver, c'est l'individualisme accru. Et ça, où que l'on soit dans une ville ou même si on vit à la campagne, on voit bien qu'il y a cette envie de penser d'abord à soi, son intérêt. Ça a un impact sur l'école, c'est pour ça que j'en parle, parce que le sentiment aussi que l'on a quand on a des parents qui nous demandent d'avoir un traitement individualisé et de prendre en compte finalement leurs jeunes dans leur globalité, ce qui est évidemment le cas, mais sauf qu'ils nous oublient qu'on a aussi à traiter ce collectif et que forcément ce collectif, il ne va pas toujours répondre immédiatement à l'attente individuelle de chaque parent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est souvent ce moment de friction, d'incompréhension que l'on a avec les parents qui, eux, veulent une réponse immédiate et surtout, ils se moquent bien finalement de ce qu'il y a autour de leur enfant et ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'occupe de leur enfant. Donc, ce que l'on fait, mais évidemment, l'enfant n'est pas tout seul et on a des paramètres qu'ils n'ont pas. Et puis, à côté de ça, il y a aussi l'émergence de l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non, elle sera là, elle est là déjà de toute manière. Alors, c'est évidemment ce sentiment, et ça, c'est Philippe Mérieux qui le dit, c'est que ça va faire évidemment bouger aussi la transmission, parce que aujourd'hui, le désir de savoir, il est comblé. Voilà. Et il est comblé beaucoup plus rapidement que lorsqu'on s'adresse à un professeur et qu'on lui demande un renseignement. Aujourd'hui, on a cette réponse immédiate. Et ça, c'est vrai que l'intelligence artificielle travaille très rapidement. Maintenant, évidemment, ça interroge sur quel est notre rôle par rapport à ça. Ce désir immédiat, comment on va faire pour... non pas l'effacer, parce que ça, on ne pourra pas, mais comment on peut apporter une réponse que l'intelligence artificielle, elle, ne pourra pas, en tout cas pas pour l'instant, apporter. Alors, j'ai essayé de répondre à tout ça. Donc, il y a des choses évidentes, bien sûr. Le travail de l'école, la réponse de l'école par rapport à la problématique des adolescents et de leurs familles. Sur les réseaux sociaux, c'est évidemment de continuer à faire de l'éducation aux médias et à l'information. Pareil pour l'écologie avec l'enseignement de l'éducation du développement durable. Pour l'hyperconnexion, je crois qu'il est important de replacer ce que l'école a toujours eu, c'est-à-dire l'humain. Voilà. C'est évidemment qu'on a le numérique qui est rentré dans nos pratiques, mais on sait bien... quoi qu'on en dise, par rapport à ces écrans, on sait très bien que, d'abord j'ai jamais vu, moi, de toute ma carrière, un enseignant qui mettait un enfant, une classe entière, toute la journée face à un écran. Ça n'existe pas à ma connaissance. Alors du coup, on nous ferait croire que l'hyperconnexion, elle est liée à l'école. Non, elle n'est pas liée qu'à l'école. À l'école, on utilise des écrans, mais d'abord d'une manière très ponctuelle, et c'est toujours en lien aussi, non pas avec une consommation absolument passive, mais avec une construction, une création, et puis voire une collaboration. Donc l'hyperconnexion, elle est compensée à l'école justement par ces temps où il n'y a pas d'écran, où il y a une collaboration et où il y a de véritables relations humaines. Et ça, je crois qu'il ne faut absolument pas le lâcher. Ensuite, évidemment, les fausses manipulations, les fausses nouvelles, etc. Là aussi, c'est la culture qui amène à prendre de la distance. Et à part à l'école, on peut cultiver justement et former ses élèves avec une pensée critique. Et puis, en ce qui concerne évidemment l'intelligence artificielle, je crois que ce qui est très important, c'est ce que dit encore une fois Philippe Mérieux, c'est qu'il ne faut pas lâcher l'idée qu'on peut
cultiver le désir d'apprendre et j'irai au-delà même la fierté d'apprendre et de faire seul. C'est ça qui est intéressant. Le but, c'est pas de dire non, j'en veux pas, je ne veux pas de cette intelligence artificielle, mais de montrer qu'on peut effectivement s'en servir, mais que on a aussi toujours cette capacité à aller plus loin, à analyser, à avoir ce ressenti, à avoir ces émotions que l'on a quand on crée quelque chose et que l'on crée tout seul ou à plusieurs d'ailleurs. Il peut y avoir aussi des interactions. C'est vrai qu'on nous fait croire que l'interaction est là avec les chatbots, etc. Mais on sait très bien, on ne va pas non plus duper complètement les enseignants par rapport à ça. La conversation, évidemment, il n'y a pas mieux qu'une conversation entre deux élèves qui réfléchissent, par exemple, à la construction d'un exposé. Et puis, de l'autre côté, pour le sentiment aussi de cet individualisme accru face au recul du sentiment collectif, moi, je crois qu'il faut rester sur des valeurs très fortes. C'est ce que John Dewey dit. D'ailleurs, c'est cette école du commun. C'est pas une école où on mettra les élèves face à des écrans, où on les branchera, peut-être connectera leur cerveau à 8h du matin, puis on viendra enlever le câble à 17h. Moi, je n'y crois pas trop. Enfin, j'espère en tout cas ne me tromper. Pas me tromper en me disant que ça me paraît quasiment impossible de rentrer dans ce monde-là où on serait complètement déconnecté du collectif. En tout cas, vigilance par rapport à ça. Donc, l'intelligence artificielle, si je fais un zoom vraiment dessus, je peux dire que pour moi, elle n'est pas... notre intelligence à nous, elle n'est pas artificielle, justement. Elle n'est pas, en tout cas, complètement artificielle. Et évidemment, ça nous interroge sur ce que peut faire l'IA à la place de l'élève. Et quand on regarde, évidemment, moi, j'ai tapé ça sur le chat GPT, tout simplement. Il nous dit précisément ce qu'il est capable de faire. Alors, ce qui est rigolo, en regardant un petit peu ce qu'il présente, on peut se poser la question de finalement, il est en train de nous dire que toutes les tâches, et c'est le cas, toutes les tâches que l'on propose en classe, c'est-à-dire la rédaction, la création de contenu, l'aide à la compréhension, cette capacité, par exemple, quand on peut prendre une leçon qui a été faite, qu'on n'a pas comprise, on la met dans un chat, dans une intelligence artificielle, et ça va nous redonner peut-être une autre orientation, ça va nous générer des quiz, etc. Donc, faciliter l'apprentissage, la compréhension. L'organisation des idées, l'entraînement, l'évaluation, vous voyez, et même l'analyse et la correction. Ok, très bien, tout ça, il sait faire. Maintenant, j'ai posé la question, en fait, du coup, qu'est-ce que tu fais, en fait, là, dans tout ça, par rapport à la position d'un enseignant? Et là, on voit bien, je me suis amusée à surligner quelques termes, il dit jamais... que ce qu'il peut faire avec les compétences attendues, c'est faire à la place. Il dit toujours, ça permet de soutenir. Il propose, il aide, il explique, il donne des conseils. Bon, ok, très bien, on voit bien qu'il y a des termes bien choisis, mais on sait aussi que malheureusement, ou je ne sais pas, c'est mon avis, mais la proposition, souvent, c'est une proposition que l'élève va valider, et sans forcément se poser la question de la pertinence de la production. Donc cette immédiateté, c'est vrai qu'elle ne facilite pas, et puis surtout, elle crée une certaine inégalité clairement par rapport aux jeunes. On va y venir. Alors, évidemment, pour éviter ça, je pense qu'il y a 4 attitudes. J'ai mis ça sous forme de verbe. Je pense qu'il faut éclairer. Il faut continuer à éclairer, c'est-à-dire inclure l'éducation à l'intelligence artificielle dans les programmes disciplinaires. Bon, je pense que ça va pas tarder à être fait. C'est peut-être déjà fait et je l'ignore. J'ai pas la prétention de les connaître par cœur. Mais en tout cas, je pense que c'est important parce que les élèves ne sont pas tous égaux face à l'intelligence artificielle. On le voit bien. Il y a des élèves qui vont l'interroger, mais qui vont avoir ce recul. Ils vont peut-être tout de suite creuser, puis faire attention aussi par prudence. Et puis, il y a ceux qui, malheureusement, c'est ceux qui ont des difficultés, qui vont y voir finalement, et c'est tout à fait, on peut pas les blâmer, ils vont y voir une certaine facilité de faire quelque chose qu'eux ne sont pas capables de faire.
Donc voilà, à mon avis, un travail à faire, justement, de montrer que si on veut évidemment faire sens, il y a peut-être à regarder quand on donne un travail à faire, de voir s'il est accessible à tous. Parce que si la réponse est non, et aujourd'hui, eh ben, l'élève il rendra pas copie blanche. Mais il pourra effectivement utiliser l'IA. Ensuite, l'invention. Je pense qu'inventer, c'est amener de la créativité. Il faudra qu'il y ait de plus en plus de créativité dans les programmes et savoir aussi l'évaluer. Parce que c'est vrai qu'on ne la valorise pas assez. Et je dis bien dans tous les programmes, il n'y a pas des matières qui seraient plus à même d'être créatives que d'autres. Je crois qu'on peut être créatif dans absolument toutes les disciplines. J'ai mis le verbe réunir aussi. Parce que je pense qu'il faut mettre en œuvre cette intelligence collective dont je vais parler, justement pour cultiver le faire ensemble et pour atténuer justement ces effets d'isolement que génère l'intelligence artificielle. Et enfin, sublimer l'humain, parce que je crois beaucoup à la fierté que l'on a face à un travail qu'on a réalisé tout seul, même si on ne le juge pas forcément idéal, il est certainement imparfait, mais en tout cas, donner l'envie aux élèves de se dépasser et puis de valoriser cette production. Ça me paraît aussi important parce que ça permettra de favoriser et de contrebalancer, bien sûr, la rapidité de l'intelligence artificielle. Alors, maintenant, que si je continue à me poser la question de ce changement de posture, bien j'avais proposé donc lors de cette formation aux enseignants de se positionner, c'est-à-dire de me dire quels sont quand on regarde votre cours, qu'est-ce que on voit essentiellement. Alors, l'enseignement magistral, est-ce qu'on voit plutôt un cours dialogué? Est-ce qu'on voit plutôt un enseignant qui démontre, qui modélise, qui explique? Ou est-ce qu'on voit un enseignant qui est plutôt en arrière-plan et qui va laisser les élèves dans une démarche d'investigation collaborative ou individuelle? Alors, j'avais lancé la question et puis j'avais lancé justement des pelotes de laine. J'y reviens parce qu'elles m'ont attiré quelques petites critiques sur l'exercice qui avait évidemment été très mal interprété à l'époque, mais l'esprit était celui-là. On prend une couleur et on fait passer à toutes les personnes qui pensent être dans, par exemple, la méthode expositive. Et au bilan de l'opération, figurez-vous qu'il y avait à peu près plus d'une centaine de personnes. Et finalement, on s'est rendu compte, et j'en étais persuadée, que les enseignants avaient plusieurs pelotes de laine, enfin plusieurs couleurs entre les mains. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est de bien montrer que, contrairement, encore une fois, à ce qu'on veut nous faire croire, il n'y aurait pas un enseignement idéal, parfait. Sinon, je pense que tout le monde le suivrait et on n'aurait pas les résultats médiocres que l'on a aux évaluations internationales. Mais je pense que ce qui manque, en fait, c'est justement, peut-être, notamment dans les formations initiales, la connaissance de toute cette palette parce que, justement, les enseignants ont besoin de varier, de s'adapter. Ça varie d'une année à l'autre, mais aussi parfois dans l'heure même. Et je pense que les enseignants les plus expérimentés connaissent, alors par formation continue ou encore une fois par auto-formation, mais connaissent et pratiquent finalement un grand nombre de pédagogies. En tout cas, c'est ce que je mets en avant, c'est-à-dire je n'imagine pas qu'on s'enferme dans une pratique, mais plutôt qu'on multiplie ces pratiques. Alors, évidemment, chacune de ces pratiques a forcément des petits bémols. Alors, en ce qui concerne, par exemple, la méthode expositive, c'est le cours magistral, on voit bien qu'il y a des avantages, la structure du temps, bien sûr, mais qu'il y a un faible impact sur la mémorisation et puis un faible impact aussi sur l'adaptation des profils. Donc, vous voyez, tout ce que j'ai mis en vert et en rouge, là, montre bien que chaque méthode n'est pas la méthode idéale, bien évidemment.
Alors après, j'ai fait un point sur les pédagogies actives et là, pour ça, j'ai mis un certain nombre de vidéos à consulter et notamment donc pour les pédagogies coactives, notamment les classes mutuelles. Donc j'ai mis des extraits de classes que je vais peut-être vous passer. Alors là, il s'agit d'un extrait d'une classe coopérative adaptée, mise en place dans un lycée. Je déclare que le 7e conseil de coopération de la classe de seconde 2 est ouvert. Donc je déclare le conseil de coopération numéro 6 ouvert à 14h35. Du coup, jeudi matin, c'est soit trampoline, soit foot, ce que tu as dit, soccer. Effectivement, alors, il y a un bon bilan, mais c'est bien de se le dire. Bon allez, bonjour à tous, tout le monde est installé. Les sujets à traiter, le point sur la coopération. Et on voulait savoir comment on peut faire pour... parce qu'on va pas jouer à 3. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller réserver votre place au bal. Mélanie, c'est à toi. Retour sur la fois précédente. Nous avons abordé les sujets suivants. Le vol par un des élèves de la seconde 2, les points sur la coopération, les ateliers, les sorties, la formation à la CVN et la journée CNV. Ah mais j'ai marqué CVN, c'est vrai. Et la journée banalisée. Les classes coopératives sont nées déjà d'une envie de travailler différemment avec les élèves, d'avoir une autre relation aussi avec eux, une relation basée sur la confiance, la communication non violente et au niveau pédagogique, une volonté aussi de rendre les élèves plus autonomes et plus créatifs. C'est avant tout un état d'esprit. Et je crois que la première chose à faire, ça a été un conseil qu'on nous a donné au tout début de ce projet, c'est d'abord avoir envie de changer les choses dans la communication avec les élèves, dans le relationnel. On a vraiment l'impression d'avoir fait un pas de côté. C'est ça qu'on ne changera pas. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut s'interroger en priorité. Donc j'aimerais bien qu'on relance un tout petit peu les recherches pour que la semaine de la rentrée, on ait plus d'informations pour les activités. Le conseil de copé, donc, c'est une institution qui se réunit tous les 15 jours et qui permet d'organiser la vie coopérative de la classe. On va préparer l'ordre du jour avec les élèves quelques jours avant et un élève va assurer la présidence. Et on va traiter les différents points, à savoir l'organisation de la vie coopérative, du tutorat, de la coopération du coup dans les apprentissages, la réflexion sur les évaluations. On va traiter également les points concernant les projets. Avec Lucas, Laurine, Mélissa et d'autres personnes qui sont dans une autre classe, on aimerait faire un film avec nos chevaux. Avec les chevaux. Voilà. D'accord. Et les conseils de coopération peuvent permettre aussi de résoudre des conflits par l'utilisation de la communication non violente et notamment par l'apprentissage des messages clairs qui permettent de mettre en avant des besoins et des demandes pour améliorer les relations. Ça me permet de parler avec l'ensemble de mes camarades, pouvoir dire ce que je pense de la classe et pouvoir discuter avec tout le monde et écouter les remarques de mes camarades sans apporter des critiques sur ce qu'ils disent. Aujourd'hui, on va parler 5 minutes du conseil de classe parce qu'on n'a pas fait le bilan. On va passer 2 minutes pour la désignation des volontaires pour le plan de cours en début des SES. On va faire le point sur la coopération, donc le travail autonome. Dans ces classes coopératives, on met en place du travail autonome. Cet outil va nous permettre d'individualiser et de répondre au plus près aux besoins de chacun des élèves. On commence la séance. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on fait la 2e séance du plan de travail numéro 5. Vous l'avez tous. La plupart des activités aujourd'hui, elles sont en autocorrection. Vous avez les documents qui sont ici, donc vous allez les chercher. L'idée, c'est que les élèves sont en autonomie. On appelle ça du TA, du travail autonome. C'est inspiré du travail individualisé, en fait, de la pédagogie Freinet. Les élèves ont chacun un plan de travail qui va courir sur 2 ou 3 semaines. Et pendant ces séances, à raison en général d'une séance par semaine, ils vont avoir une liste d'activités parmi lesquelles ils vont choisir, en fonction d'objectifs qu'ils définissent, ou avec nous ou tout seuls, ce qu'ils vont prioriser. Il s'agit de favoriser en classe les relations de tutorat pour permettre aux élèves entre eux de s'aider, le professeur étant toujours là, bien sûr, comme personne ressource, mais pas forcément la première personne ressource. Il s'agit aussi de faire travailler davantage les élèves en groupe. Ben là, je passe
toute seule. Mais quand j'en aurai besoin, je l'appellerai parce qu'elle est titulaire. Et voilà. Pourquoi il part? Mais après, c'est au sujet dehors. Je vais la voir parce qu'il y a une question et j'ai pas compris encore le passage qui est demandé. Je trouve que c'est mieux parce que au collège c'était bien, mais c'était pas pareil. Ça te fait évoluer, ça fait évoluer. C'est travail autonome et le but en fait c'est que le professeur intervienne au minimum pour nous aider. Mais que si on a besoin d'aide en fait, elle soit là pour nous. C'est un concept qui relève en fait de l'entraide et de la réflexion sur soi-même. Le projet des classes coopératives est piloté par 3 coordinatrices, mais réunit une quinzaine de professeurs qui travaillent de concert. Moi, je me suis pas inscrite parce qu'il y avait quasiment plus rien et du coup je sais pas où j'allais. Nous on est inscrits au volley avec une équipe de 6 ou de 8, je sais plus. Et il y a encore des places au volley, donc pour ceux qui veulent, qui n'ont rien, si vous voulez venir au volley, vous pouvez. Il y a des places encore. Ce qui est sûr, c'est qu'on a modifié considérablement nos pratiques et que je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. Maintenant, on se rend aussi compte que ce projet qui au départ était concentré sur 2 classes de seconde, qui étaient des classes coopératives, dénommées classes coopératives, c'est un projet qui diffuse. En fait, dans toutes nos classes, on travaille de la même façon. Ça tend à devenir un outil à disposition et qui ne soit plus presque innovant, mais qui fasse partie des outils pour vivre mieux ensemble et mieux travailler. Je déclare que le 7e conseil de coopération de la classe de seconde 2 est fermé. Merci Mélanie. Ensuite, nous avons ici une classe mutuelle, la classe de Vincent Fayet. Nicolas, je l'ai vu, Rama aussi, Wellan, Sofiane, Emma. Voilà. Au sein de la rétine, les photorécepteurs sont connectés à des neurones qui forment les fibres néoptiques que l'on a observées avec le microscope. Le message transite d'un neurone au suivant en franchissant des zones de connexion qu'on appelle des synapses de cerveau. Donc, aujourd'hui en partie mutuelle, je vous demande 2 choses. Soit l'approfondissement du cours, et j'aimerais que les élèves qui veulent travailler le cours se mettent ensemble et que je puisse leur venir en aide. Ce qu'on a compris, vous pouvez directement passer sur les exercices, et notamment l'exercice 7, qui est l'objectif de bac de la page 324 et 325 sur les tableaux. Est-ce que vous pouvez me résumer en gros ce que vous êtes en train de faire dans ce groupe-là en ce moment? En fait, on a revu le cours et là, on est en train de relire le cours pour bien savoir si on a bien compris chaque partie du cours. Donc là, on lit et après on voit s'il y a quelque chose qui nous bute ou pas. Et vos camarades interviennent pour vous dire si là j'ai pas compris, là j'ai compris. Voilà, c'est ça. Et donc, comment vous êtes sûr que tout le monde a compris? Il n'y a pas de pudeur entre nous. C'est-à-dire qu'on ose dire j'ai pas compris. Oui, c'est ça. Parce qu'on est entre nous. Voilà, on est entre nous. C'est plus facile entre élèves que lorsque le professeur est là. C'est ça? Bah là, ils ont tous compris, donc on va avoir moins honte entre nous parce qu'on n'a toutes pas trop bien compris. Vous stabilisez ce que vous devez savoir avant de passer au tableau pour faire les exercices. Voilà, c'est ça. D'accord. Pour reprendre ce que tu me disais, c'est exactement ça. Tu peux le reformuler pour tout le monde? Il a envoyé un message chimique au deuxième neurone et c'était ça qui rendait le message, un message chimique. Mais... Oui, alors c'est pas faux, c'est-à-dire que le message chimique issu, le neurotransmetteur issu du premier neurone va se fixer sur les récepteurs du deuxième neurone. Okay. Et c'est ça qui va faire l'influx nerveux. C'est toujours le problème de savoir où on place le curseur. Soit je fais un cours lent, et à ce moment-là, ces élèves ont compris, mais j'ennuie la majorité de ma classe. Soit je fais un cours rapide, et du coup, je les perds. Donc là, on a les deux. Il y a les élèves qui sont en activité au tableau. Eux, ils ont compris le cours. Elles, je savais que c'est trop rapide ce que j'ai fait pour elles. Donc, elles se sont mises en groupe. Elles sont 6 ou 7. Et elles s'expliquent le cours. Et moi, j'interviens. Et je peux faire vraiment de la remédiation, de l'explication. Et pendant ce temps, les autres sont au travail. Voilà.
Et le fait que vous utilisiez ce tableau-là, c'est le tableau au mur, est-ce que c'est plus pratique ou pas? Parce que par exemple là, elle avait mal compris la deuxième question et du coup on a pu lui réexpliquer pour qu'elle comprenne mieux. Et du coup quand on est ensemble c'est plus facile. Si on est dans notre coin, et ben on va pas forcément poser des questions aux autres, alors que là, et ben on est tous ensemble. On est entre soi, quoi. Ouais, voilà. Et alors la façon qu'elle a utilisée pour vous expliquer, c'était la même façon qu'utilise le prof? Pas pareil, parce que du coup ils comprennent mieux pourquoi j'ai pas compris et ils m'expliquent plus à sa place, vu que nous aussi au départ on était comme ça, alors que le prof il va l'expliquer avec ses termes. Non mais le prof il va pas forcément l'expliquer d'une manière qu'on va comprendre, alors que nous vu qu'on a le même âge tout ça, on parle un peu de la même manière. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander aux autres, aux professeurs. Et là vous avez demandé. On a plusieurs groupes sur plusieurs tableaux et dès qu'on a des interrogations, etc., on peut demander au prof s'il est disponible, mais s'il est avec un autre groupe, on peut demander aux autres élèves. Et là vous avez appelé le prof. Vous êtes venu dans notre groupe et vous êtes venu voir ce que faisait ce groupe. C'est-à-dire que j'étais en train de faire l'approfondissement du cours, donc totalement autre chose, et je suis venu voir ce qu'ils avaient fait sur l'exercice. Et alors? Elle est utilisée chez les patients non-voyants pour retenir des mots. En gros. Au lieu de l'utiliser pour la vision parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils utilisent cette zone-là pour retenir des mots, donc c'est pour ça qu'elle est stimulée alors que normalement elle ne devrait pas. Tu viens d'expliquer une partie d'un exercice à tes camarades. C'était difficile de l'expliquer? Non, j'avais pas prévu, donc il fallait que je trouve mes mots et que j'essaie d'expliquer assez simplement. Pour essayer parce qu'on a pas mal réfléchi à l'exercice, le prof est venu nous aider à un moment, donc il fallait que je trouve mes mots et que j'essaie de faire comprendre à tout le monde assez simplement. Pareil, il y avait plusieurs documents, donc il fallait essayer de passer d'un document à l'autre. Bien comprendre un savoir, cela passe dans l'explicitation de ce savoir? Moi je trouve, en plus je suis dyslexique et par exemple j'aime pas du tout écrire. Et ça m'aide beaucoup d'expliquer aux autres en fait plutôt que de l'écrire moi-même, parce que pour l'expliquer il faut que je le reformule moi-même dans ma tête, que je l'agence et que après je l'explique. Et en plus si quelqu'un n'a pas compris, il me pose une question et moi ça me permet de moi-même me poser la question et de continuer à expliquer. Et alors le tableau est utilisé pour toi de quelle façon alors? Par exemple il est utilisé pour faire les exercices, enfin quelqu'un peut écrire à la place de quelqu'un d'autre ou ce qui est pratique c'est qu'en fait on a surtout beaucoup de tableaux. Et par exemple, là, je sais qu'il y en a qui ont fait une partie de cours. Nous, si on fait des exercices et qu'à un moment on a besoin de se référer au cours ou qu'on a besoin de savoir une information, au lieu d'aller voir notre papier du cours, on peut aller voir l'autre tableau. Comme ça nous permet d'aller voir les autres, qui peuvent aussi aller voir notre exercice pour comprendre, ou un autre exercice sur un autre tableau, et qui permet d'aller voir le tableau, voir les informations qu'il y a, parce qu'en plus c'est un résumé plus concis, c'est on voit ce qu'ont appris les élèves eux. C'est la première fois qu'on voit autant de tableaux dans une salle de classe. C'est clair, il y en a beaucoup, il y en a 6 ou 7 je crois. Et alors, c'est la première fois que tu vois ça? Ouais, on n'avait jamais eu de cours comme ça avant et c'est vraiment super. Enfin, ça aide beaucoup à apprendre et à mémoriser et ça nous permet de parler, on peut bouger pendant la salle, parce que c'est vrai que rester statique pendant 1h30 c'est un peu long sinon. Donc ça nous permet de bouger, d'aller voir à l'autre bout de la salle. Comme ça le prof est plus libre en plus, donc on peut lui poser plus de questions sur l'exercice et tout que si on était assis, donc c'est vraiment super. Vous échangez pour essayer de savoir quel est le bon mot, quelle est la bonne expression. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors c'est difficile? Il y a certains groupes avec lesquels j'arrive mieux à m'entendre qu'avec d'autres. Et vous travaillez souvent dans ce groupe? Oui, puisqu'en général, justement, c'est un groupe avec lequel j'arrive plus facilement à... On fonctionne en fonction d'affinité, parce que sinon... Et vous êtes choisi? Comment c'est le professeur qui a imposé? Non, c'est nous, on se met tout seul par groupe et ça se forme tout seul en fonction des affinités. Et ce groupe, c'est toujours fait comme ça? Bon, ça peut changer, des fois on va des fois jouer dans l'autre groupe, ça dépend. Généralement on se regroupe quand même, nous trois, dans le même groupe. En fait, on trouve la solution à plusieurs. Oui. Et alors, c'est mieux, c'est comment? Non, c'est mieux parce que des fois il y a des erreurs qu'on n'aurait pas forcément vues et que l'autre va venir vérifier. C'est un travail collégial que vous menez là? Oui, on travaille tous ensemble. Il y a eu le schéma qui a été fait par eux et nous, et on a séparé le travail pour que lui s'occupe des drogues et moi de comment le message passe. Et le dessin, qu'est-ce qu'il a fait alors? C'est vous? Oui, c'est nous deux. C'est vous deux. Est-ce que vous avez fait contrôler le dessin par vos autres camarades? Oui, on a demandé. Et ils vous ont dit que c'était bon? On était en accord avec lui. Vous attendez un contrôle par le professeur? Oui, on va l'appeler dès qu'on a fini, on l'appelle. D'autres groupes d'abord ou alors le prof? Comment vous faites? Ça dépend, des fois des groupes qui se déplacent ici et qui regardent pour voir si et si on vous dit là il y a une erreur? On lui montre quelle erreur c'est, on la corrige. Vous la corrigez. Donc en fait, c'est bien entre vous que vous construisez les bons résultats, les bonnes solutions. Vous utilisez
utilisez votre smartphone pour quoi faire? Parce qu'en fait, on est en train de voir les neurotransmetteurs. Et je sais que quand j'ai fait mon TPE, j'ai vu le mot neurotransmetteur, donc je suis en train de re-regarder mon TPE pour voir... Et vous avez votre TPE sur votre smartphone? Non, mais j'ai regardé le thème de mon TPE et je sais que je vais retrouver, parce que justement je pourrais poser des questions que j'avais pas posées vu que je ne savais pas ce que c'était. Maintenant qu'on le voit, je pourrais demander... Et en fait, vous regardez quoi sur Internet? Enfin, là, je regardais la composition de l'épiderme, parce que je sais que dans l'épiderme, il y a des neurotransmetteurs. Du coup, je voulais voir le nom du neurotransmetteur. Donc vous avez l'autorisation d'aller sur l'iPhone? Oui. C'est utile? Oui. Mais vous téléphonez pas? Ah non. Non. Et puis vous n'envoyez pas des mails à vos copains? Non, pas du tout. Et c'est toujours le même principe, clé-serrure. On a un récepteur qui a une forme spatiale, on a une molécule, là en l'occurrence un neurotransmetteur qui a la forme complémentaire. La liaison de l'un avec l'autre provoque une action. Une salle de classe avec autant de tableaux, tu avais déjà vu ça? Non, avant cette année. C'était cette année où ils ont... Ouais, c'est depuis cette année, sinon non, pas du tout. Quelle impression ça donne d'avoir autant de tableaux? Moi, au début, j'étais pas pour. J'avais même pas cette idée. Et alors? Et Pourquoi en fait, tu n'aimais pas? Pourquoi tu n'aimais pas? Parce que moi, j'aime bien être rassurée par le professeur, etc. Et que là, c'était avec mes camarades, et voilà. Au fur et à mesure de l'année, j'ai aimé l'idée, en fait. J'ai appris à aimer le concept, en fait. Qu'est-ce que tu as appris à aimer dans ce concept? La solidarité. Entre camarades? Entre les camarades. Ben, tu disais tout à l'heure, on n'a pas honte, on peut se parler. Oui. On utilise les mots d'élèves, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de gêne, on est entre nous, quoi. Mais le prof est pas loin, quand même. Oui, bien sûr. Parce que j'ai vu, tu as vite couru vers le professeur quand tu as trouvé ton mot sur Wikipédia. Oui, parce que on sait qu'il est là et qu'on n'a pas forcément les réponses entre nous. Du coup, il y a le professeur à côté, où il y a notre smartphone si on est... Donc professeur au smartphone, même niveau? Presque. Bah non, parce que le smartphone, faut lire, faut essayer de comprendre, alors que le professeur directement il nous explique et c'est plus simple. C'est quand même utile un prof. Ouais. C'est vrai? Ça va mieux là? Les non-voyants vont pouvoir acquérir une capacité de mémorisation de mots plus importante parce qu'ils vont utiliser l'air visuel pour la mémorisation des mots. S'ils recouvrent la vue, d'après vous, finalement le prof est à sa place, enfin en tout cas à mon idée, c'est-à-dire au centre avec les élèves. Oui. Et donc c'est sûr que cette paillasse aujourd'hui elle nous gêne et on n'a qu'une envie, c'est de la casser pour que... Voilà. La salle, si on la regarde, cette salle, il y a encore ce tableau vert et la paillasse, vestige des temps passés, mais quelque part, ce que l'on cherche, c'est à dépolariser la salle de classe. Il y a plus, le regard des élèves n'est plus tourné vers le professeur, vers le tableau, mais plutôt est tourné vers leurs camarades ou vers les tableaux des autres élèves qui sont en train de travailler. Et on casse la position du professeur. Moi, souvent, je me disais, quand j'ai débuté ma carrière, j'étais acteur. Puis metteur en scène également. Et aujourd'hui, je ne suis plus acteur, je ne suis plus metteur en scène, je suis quelque part régisseur en fait. Régisseur de classe, c'est-à-dire que je mets les élèves dans les bonnes dispositions pour qu'ils travaillent. Voilà. Je leur fournis ce dont ils ont besoin. Oui, moi je vous disais tout à l'heure ce que j'avais fait ce matin avec mes élèves, il n'y a aucune trace sur ce tableau-là. Ce qui prouve bien que pendant 2 heures, on a travaillé ailleurs que là. Donc eux, ils ont travaillé sur les tableaux et quand moi j'ai fait le bilan avec eux, qu'on a regardé, on était autour de ces tableaux-là. À aucun moment on est revenu là. Mais quand vous dites à aucun moment de ce cours, est-ce qu'il vous arrive parfois pendant des cours de l'utiliser? Ah oui. Oui. Oui, donc certains moments où je pourrais très bien utiliser cela. C'est-à-dire que écrire là ou écrire là, moi ça ne me dérange pas. À la limite, c'est parce qu'il est vert qu'il est original, quoi. Oui, c'est ça, ou parce qu'il peut se monter, je dirais peut-être. Ah oui, d'accord. Donc à la limite, on l'enlève et on met un ensemble de tableaux blancs. On a tout un ensemble de tableaux blancs. Ouais. Et les élèves? Les élèves, moi je les trouve, là par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, et puis bon, moi il y avait les miens, mais il y avait ceux de Florence qui ont moins l'habitude de travailler comme ça, et ils étaient à l'écoute, ils ont adoré, hein. Moi ils m'ont dit en sortant, c'était bien, on a bien compris ce qu'il fallait faire, etc. Alors moins les miens peut-être parce que finalement ils ont plus cette habitude-là, mais les autres, ils ont vraiment bien accroché. Donc des élèves acteurs. Est-ce qu'on peut dire des élèves enseignants?
Absolument, des élèves acteurs, metteurs en scène, pardon, enseignants bien évidemment. Finalement, c'est quand on enseigne qu'on sait ce que l'on sait. Lorsque M. Fayet est venu voir la direction d'établissement, le proviseur, l'équipe de direction, il leur a dit voilà, j'envisage de mettre en place une pédagogie particulière qui nécessite que l'on mette sur tous les murs de la salle de classe des tableaux blancs. Il y en a 6 ou 7, je crois. C'est exact. Comment a réagi cette direction? Avec enthousiasme. Le professeur est maître dans sa classe. Et nous, direction d'établissement, nous avons vocation à accompagner les professeurs dans les démarches qui sont les leurs, pourvu qu'elles visent effectivement à ce que les gamins réussissent, c'est-à-dire soient en activité sur le temps scolaire et prennent plaisir à rejoindre la salle de classe. Si multiplier le nombre de tableaux dans une salle de classe peut servir à cela, œuvrons alors en ce sens. Et puis, la classe Donc, renversée. c'est une classe qui est renversée. Donc, moi, pendant 25 ans à peu près, j'avais l'habitude de faire cours comme ça, et je fais toujours cours en amphi, donc c'est le cours classique, le cours magistral, et j'adore faire ça. Et la consigne avec les élèves, elle est assez simple. Vous écoutez le cours, vous me posez des questions en cours, vous comprenez ou pas. L'important, c'est de bien assimiler et puis de travailler, parce qu'il faut quand même travailler chez vous. Le jour d'examen, il y a quand même des choses à restituer. Et ce qui m'a fait changer, il y a une dizaine d'années, c'est que je trouvais que mes étudiants étaient trop consommateurs. Et ils prenaient le cours comme ça. Donc je me suis dit, il faut que j'essaye d'innover, mais pas pour qu'ils soient forcément meilleurs en cours, pour qu'il soit qu'il y ait de l'interaction. Voilà. Et donc l'innovation que j'ai inventée, entre guillemets, la classe renversée, c'est son but principal, qui est des interactions, des communications, des échanges, comme on l'a vu dans le cas des classes mutuelles. Et pour les prendre un petit peu au départ, je leur ai dit, vous savez que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, alors faites le cours. C'est vous les 50, maintenant ils sont 75, hein. Mais je fais ça aussi avec des groupes de 130. Donc ils sont 75, je leur dis, c'est vous le prof, 75 profs et un seul élève. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Une fois, je racontais ça, puis il y avait un professeur qui avait noté, la meilleure façon d'enseigner, c'est d'apprendre. C'est vrai aussi, hein, mais c'est une autre vérité. La meilleure façon d'enseigner, c'est aussi d'apprendre des autres et d'oser faire des choses. Donc les élèves font le cours. Alors c'est un cours de génétique. Ils sont en 3e année de licence, bachelor, cours de génétique. C'est un cours très pointu, hein, et c'est un cours qui a un coefficient très élevé, un des cours les plus importants de 3e année. Donc je les mets en équipe, c'est des équipes de 6. Il y a un casting, ils ne sont pas mélangés au hasard. Dans chaque équipe, il y a des élèves qui ont des très bons niveaux académiques, des élèves moyens, et puis il y a des élèves qui ont des difficultés. C'est pas moi qui fais les équipes, je ne les connais pas. J'ai une collègue qui travaille avec eux l'année d'avant, qui constitue les équipes. Donc ils vont produire les chapitres. Donc ce sont bien les élèves qui écrivent le cours, qui produisent le cours, et vous allez voir même jusqu'à l'examen. Donc j'ai 12 équipes à peu près, 12 équipes de 6. Et pour que ces 12 équipes fonctionnent bien, en mutualité on va dire, eh bien je les ai composées à ma façon. Après il y a d'autres temps où ils peuvent se mettre un peu par hasard. Donc je leur donne juste les titres des chapitres. Le coronavirus, la réplication de l'ADN, les mutations, un titre. Donc je leur donne 12 titres et j'ai fini mon travail. Alors, eux, ils doivent construire un plan. Alors, ils utilisent des cartes mentales. Il n'y a pas de document, il n'y a pas de cours. Hein. Ce n'est pas de la classe inversée. Je ne leur donne pas de cours. Donc, on part à zéro, à blanc. Ils vont sur les sites, ils vont sur Internet, on a une bibliothèque numérique, ils doivent référencer toutes leurs sources. Ils construisent le plan. Moi, je valide le plan avec eux. Après tout, c'est eux le prof. Hein. Donc, moi, j'écoute le plan du prof. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, ma classe. Ils s'installent un peu comme ils veulent, c'est open, hein. Ça dure 2 heures, c'est des cours de 2 heures. Ils peuvent rentrer, sortir comme ils veulent. Voilà, puis ils s'installent, c'est très, très dynamique. Et moi, je passe et je leur pose des questions. Le cours est écrit sur un document participatif, un Google Drive, donc ils produisent, ils écrivent, ils ont droit au copier-coller. Par contre, le copier-coller, ils doivent être compréhensibles. Et quand ils ne comprennent pas ce qu'un autre groupe copie, ils surlignent. Donc chaque équipe a un chapitre, et puis au bout de quelques semaines, les chapitres tournent. Donc ils doivent écrire, et ils abusent du copier-coller, qui n'est pas compris par les autres équipes ou par moi, eh bien c'est surligné. Tout ce qui est surligné.
Donc ici, dans ces 3 vidéos, on voit bien que le point commun, c'est l'activité des élèves, qu'elle soit individuelle ou collaborative, ou les deux, hein, comme par exemple dans les classes mutuelles, eh bien, on voit bien qu'il y a un véritable engagement, un désir de mettre les élèves en action. Et donc à développer de l'autonomie qui est très très présente, notamment dans les classes coopératives. Alors évidemment, ensuite, j'ai fait un petit passage sur ma spécialité, la classe inversée, en précisant, en montrant par exemple très vite ce petit schéma que j'avais réalisé et qui permettait de voir que le premier travail à faire, c'est de savoir communiquer et notamment aux parents. Parce que quand on change de posture, je crois que les parents n'ont pas cette palette que l'on a nous et ils n'ont qu'une représentation finalement partielle de l'école, c'est-à-dire le cours tel qu'ils l'ont connu. Et je crois qu'il est très important justement de communiquer et de dire ce qui se passe en classe et ce qui se passe à la maison, parce que souvent il se passe beaucoup plus de choses en classe dans la pédagogie active que dans une pédagogie plus magistrale ou dialoguée, où finalement le professeur fait beaucoup de choses et puis donne aussi pas mal de choses à faire à la maison. Donc, c'est important de communiquer. Et ensuite, j'avais montré aux collègues ce protocole que je vais rapidement vous énoncer. Alors, évidemment, on commence dans mon modèle à définir ce qu'on entend par inversion. C'est l'inversion des tâches, hein, donc les tâches simples qui sont en haut du trait, vous voyez la numéro 1 et la numéro 5. Ça, c'est déporté à la maison et tout le reste, tout ce qui est en dessous, sont des tâches complexes qui se font en classe. Alors, on commence évidemment par une phase de capsule, c'est-à-dire une petite vidéo qui est évidemment toujours dans l'esprit de montrer sans définir et de susciter des questions. Voilà, donc on voit bien, c'est un tout petit lancement qui est en principe donné la veille ou l'avant-veille. Et la question, c'est que font les élèves qui ne la regardent pas. Alors justement, c'est ce que je me suis posé aussi comme question quand je m'étais lancée dans mon protocole. J'ai pas rendu forcément obligatoire cette capsule, mais elle est fortement conseillée. Et c'est vrai que aujourd'hui, on se rend compte que même si on la rend pas obligatoire, elle est quand même regardée. Alors pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que dans la phase introductrice du cours, cette phase d'interaction, eh bien les élèves vont en avoir besoin. Et du coup, s'ils ne l'ont pas vue, cette capsule, eh bien on se rend compte rapidement. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux, parce que je me suis posé la question et je leur ai posé la question de, finalement, pourquoi vous la regardez, cette capsule? Alors, la réponse, c'est une, elle est courte, hein, ça c'est clair, ça les engage pas énormément. Et la deuxième, c'est que si jamais ils ne l'ont pas vue, ils vont être obligés de la regarder, pendant que les autres sont déjà en train, vous voyez, comme là sur la photo, en train de faire quelque chose. Et ça, ils n'aiment pas tellement. Ils n'aiment pas tellement arriver après la bataille. Donc, cette phase d'interaction qui dure 5 minutes, elle est là pour justement faire le point et
mettre de l'humain dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans ces échanges. Ils ont vu quelque chose, ils ont un point commun, et ben ils essayent de voir ensemble. Alors, c'est assez intéressant parce qu'ils ne se contentent pas de dire « Bon, qu'est-ce que tu as vu toi, qu'est-ce que tu as compris ?» Et ils essayent tout de suite de se projeter. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Et ils essayent d'imaginer ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où on commence à émettre des hypothèses sur la suite, eh ben, ça veut dire qu'on est déjà engagé. Alors ensuite, il y a la phase la plus importante, c'est la phase de construction. Donc cette phase de construction, que ça soit le moment pour les élèves de comprendre et de faire le pont déjà entre la fameuse capsule qui a donné à voir la notion, ça la définir, et puis la construction justement de cette définition ou de cette analyse. Et là, les élèves vont encore une fois, alors ils peuvent collaborer, on peut le faire en groupe, on peut le faire aussi individuellement, mais l'idée c'est de les mettre dans une démarche d'investigation. Donc c'est là qu'au niveau de la préparation du cours, c'est extrêmement différent. C'est pas l'idée, c'est pas de faire un diaporama avec plein de notions, de définitions et d'exemples. Ça, c'est pas évidemment possible. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'est-ce que je donne comme activité pour que les élèves puissent aller jusqu'au bout sans pour autant les perdre et sans trop leur donner d'informations. Et c'est ça le plus difficile, hein, c'est cette construction de tâches complexes et d'activités dans une démarche d'investigation. Mais au fur et à mesure, on arrive à prendre finalement l'habitude. Ensuite, une fois qu'il y a cette construction, donc les élèves font, on va dire, des hypothèses et il va y avoir une mise en commun. Donc là, par exemple, on a la possibilité, là, j'ai pas utilisé, là, les élèves ont utilisé une carte mentale et ils viennent donc présenter à l'oral leur investigation. Et là, c'est un moment extrêmement important puisqu'il faut faire la synthèse. La synthèse qui ensuite sera négociée en classe. Hein, on dira qu'est-ce qu'on retient, etc. Et puis à partir de là, il va y avoir une trace écrite. Et cette trace écrite, elle sera déposée à la maison. Et voilà où on gagne du temps, justement, par rapport à une démarche active où on garderait la trace écrite, parce qu'on sait très bien que la trace écrite, ça prend beaucoup de temps. Et moi, j'ai fait le choix, alors ça se discute, je vous demande pas d'être d'accord avec moi, mais moi, j'ai fait le choix de laisser cette trace écrite à la maison. Premièrement, parce que d'abord, c'est pas une trace écrite qui vient de moi, c'est la leur. Et puis, deuxièmement, ça leur permet surtout de reprendre le souvenir du cours. Et du coup, de le stabiliser. Alors attention, bien sûr, il faut la vérifier. Il faut vérifier que dans la tâche simple qu'on leur demande à la maison, que ce minimum vital soit fait. Voilà, ça c'est clair. Donc ça implique bien sûr une vérification. Donc cette trace écrite, elle est donc stabilisée à la maison. J'en profite aussi pour vous dire que ça permet aux élèves qui sont dans un dispositif d'aide, eh bien, ça leur permet aussi de ne pas être stressés, de prendre le temps de s'appliquer. Et puis plus tard arrivera finalement, on va dire, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire les chefs-d'œuvre, c'est-à-dire la production finale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a une systématiquement à chaque bout de chaîne, mais il y aura certainement plusieurs chefs-d'œuvre dans une séquence. Là, on voit les enfants qui, finalement, j'avais fait dans ma classe la galerie des chefs-d'œuvre, où j'avais mis donc à chaque fois un visuel avec un QR code, et à la fin de l'année, ils ont pris beaucoup, et c'est important, de prendre beaucoup de plaisir à revoir ce qu'ils avaient fait eux. Et donc, ça renforce ce sentiment, encore une fois, que je l'évoquais tout à l'heure, de fierté. Alors, ce que vous avez sous les yeux, vous voyez, on va dire que le cours en lui-même dure un mois. En principe, c'était des modules de 2 heures. Voilà. Mais on peut le varier, mais en gros, donc 5 minutes pour l'interaction. Ensuite, 20 minutes, 25 minutes pour la construction. Et le temps qui vous reste, ça va être évidemment la mise en commun. Voilà. Et puis après, le chef-d'œuvre qui est déporté un peu plus tard. Donc maintenant, pour conclure, comment faire? Alors moi, je pense que ce qui est important d'abord, c'est comment accompagner ce changement de posture. C'est d'abord de bien cibler ce que vous voulez améliorer, de bien considérer qu'on ne peut pas tout améliorer d'un coup. Ça peut être, par exemple, je souhaite
arrêter de batailler tous les matins parce que les devoirs ne sont pas faits. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est pour ça que moi, j'étais aussi partie sur l'idée que j'avais envie de repenser la forme des tâches que je donnais à faire à la maison. Et puis surtout de comprendre pourquoi ils ne le faisaient pas. En plus, pas forcément parce qu'ils n'en avaient pas envie, mais aussi parce que parfois c'était compliqué. Ensuite, je pense qu'il faut aussi s'entourer. Donc s'entourer, ça veut dire utiliser les communautés d'enseignants, les classes ouvertes, évidemment les événements comme par exemple l'auberge espagnole pédagogique que nous organisons avec des amis. Et vous allez en avoir bientôt la possibilité de vous inscrire. Ludovia, le forum des enseignants innovants qui va aussi avoir lieu cette année, je crois, au mois de mars. Bref. Tout ça, les SOS dépannage prof, la plateforme qui permet de se poser des questions et de répondre. Et enfin, vous pouvez aussi tester et analyser. Alors là, je vous invite vraiment à vous filmer, à vous enregistrer parce que ça permet vraiment d'avoir un feedback très important. Et puis, pour la gestion du temps, adopter peut-être une to-do list. Ça aussi, c'est important. Une gestion de temps, ça passe sur le respect de ce que vous aviez prévu. Et donc, la to-do list, c'est assez pratique. Et puis, comme je l'ai dit, c'est de créer votre propre protocole. Ne pas imaginer que vous allez pouvoir prendre tout, absolument tout, dans l'intégralité et puis en faire votre propre protocole. Donc voilà, je suis allée très vite. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Et puis, je vous remercie. Puis je vous dis à très vite. Je déclare que le 7e conseil de coopération de la classe de seconde 2 est ouvert. Donc je déclare le conseil de coopération numéro 6 ouvert à 14h35. Du coup, jeudi matin, c'est soit trampoline, soit foot, ce que tu as dit, soccer. Effectivement, alors, il y a un bon bilan, mais c'est bien de se le dire. Bon, allez, bonjour à tous, tout le monde est installé. Les sujets à traiter, le point sur la coopération. Et on voulait savoir comment on peut faire pour... parce qu'on va pas jouer à 3. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller réserver votre place au bal. Mélanie, c'est à toi. Retour sur la fois précédente. Nous avons abordé les sujets suivants. Le vol par un des élèves de la seconde 2, les points sur la coopération, les ateliers, les sorties, la formation à la CVN et la journée CNV. Ah mais j'ai marqué CVN, c'est vrai. Et la journée banalisée. Les classes coopératives sont nées déjà d'une envie de travailler différemment avec les élèves, d'avoir une autre relation aussi avec eux, une relation basée sur la confiance, la communication non violente et au niveau pédagogique, une volonté aussi de rendre les élèves plus autonomes et plus créatifs. C'est avant tout un état d'esprit. Et je crois que la première chose à faire, ça a été un conseil qu'on nous a donné au tout début de ce projet, c'est d'abord avoir envie de changer les choses dans la communication avec les élèves, dans le relationnel. On a vraiment l'impression d'avoir fait un pas de côté. C'est ça qu'on ne changera pas. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut s'interroger en priorité. Donc j'aimerais bien qu'on relance un tout petit peu les recherches pour que la semaine de la rentrée, on ait plus d'informations pour les activités. Le conseil de copé, donc, c'est une institution qui se réunit tous les 15 jours et qui permet d'organiser la vie coopérative de la classe. On va préparer l'ordre du jour avec les élèves quelques jours avant et un élève va assurer la présidence. Et on va traiter les différents points, à savoir l'organisation de la vie coopérative, du tutorat, de la coopération du coup dans les apprentissages, la réflexion sur les évaluations. On va traiter également les points concernant les projets. Avec Lucas, Laurine, Mélissa et d'autres personnes qui sont dans une autre classe, on aimerait faire un film avec nos chevaux. Avec les chevaux. Voilà. D'accord. Et les conseils de coopération peuvent permettre aussi de résoudre des conflits par l'utilisation de la communication non violente et notamment par l'apprentissage des messages clairs qui permettent de mettre en avant des besoins et des demandes pour améliorer les relations. Ça me permet de parler avec l'ensemble de mes camarades, pouvoir dire ce que je pense de la classe et pouvoir discuter avec tout le monde et écouter les remarques de mes camarades sans apporter des critiques sur ce qu'ils disent. Aujourd'hui, on va parler 5 minutes du conseil de classe parce qu'on n'a pas fait le bilan. On va passer 2 minutes pour
la désignation des volontaires pour le plan de cours en début des SES. On va faire le point sur la coopération, donc le travail autonome. Dans ces classes coopératives, on met en place du travail autonome. Cet outil va nous permettre d'individualiser et de répondre au plus près aux besoins de chacun des élèves. On commence la séance. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on fait la deuxième séance du plan de travail numéro 5. Vous l'avez tous. La plupart des activités aujourd'hui, elles sont en autocorrection. Vous avez les documents qui sont ici, donc vous allez les chercher. L'idée, c'est que les élèves sont en autonomie. On appelle ça du TA, du travail autonome. C'est inspiré du travail individualisé, en fait, de la pédagogie Freinet. Les élèves ont chacun un plan de travail qui va courir sur 2 ou 3 semaines. Et pendant ces séances, à raison en général d'une séance par semaine, ils vont avoir une liste d'activités parmi lesquelles ils vont choisir, en fonction d'objectifs qu'ils définissent, ou avec nous ou tout seuls, ce qu'ils vont prioriser. Il s'agit de favoriser en classe les relations de tutorat pour permettre aux élèves entre eux de s'aider, le professeur étant toujours là, bien sûr, comme personne ressource, mais pas forcément la première personne ressource. Il s'agit aussi de faire travailler davantage les élèves en groupe. Ben là, je passe toute seule. Mais quand j'en aurai besoin, je t'appellerai parce qu'elle est titulaire. Et voilà. Pourquoi il part? Mais après, c'est au sujet de... Je vais la voir parce qu'il y a une question et j'ai pas compris encore le passage qui est demandé. Je trouve que c'est mieux parce que au collège c'était bien, mais c'était pas pareil. Ça te fait évoluer, ça fait évoluer. TA, c'est travail autonome et le but en fait c'est que le professeur intervienne au minimum pour nous aider. Mais que si on a besoin d'aide en fait, elle soit là pour nous. C'est un concept qui relève en fait de l'entraide et de la réflexion sur soi-même. Le projet des classes coopératives est piloté par 3 coordinatrices, mais réunit une quinzaine de professeurs qui travaillent de concert. Moi, je me suis pas inscrite parce qu'il y avait quasiment plus rien et du coup, je sais pas où aller vous gérer. Nous, on est inscrits au volley avec une équipe de 6 ou de 8, je sais plus. Et il y a encore des places au volley, donc pour ceux qui veulent, qui n'ont rien, si vous voulez venir au volley, vous pouvez. Il y a des places encore. Ce qui est sûr, c'est qu'on a modifié considérablement nos pratiques et que je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. Maintenant, on se rend aussi compte que ce projet qui, au départ, était concentré sur 2 classes de seconde, qui étaient des classes coopératives, dénommées classes coopératives, c'est un projet qui diffuse. En fait, dans toutes nos classes, on travaille de la même façon. Ça tend à devenir un outil à disposition et qui ne soit plus presque innovant, mais qui fasse partie des outils pour vivre mieux ensemble et mieux travailler. Je déclare que le 7e conseil de coopération de la classe de seconde 2 est fermé. Merci Mélanie. Nicolas, je l'ai vu, Rama aussi, Wellan, Sofiane, Emma. Voilà. Au sein de la rétine, les photorécepteurs sont connectés à des neurones qui forment les fibres numératiques que l'on a observées avec le microscope. Le message transite d'un neurone au suivant en franchissant des zones de connexion qu'on appelle des synapses de cerveau. Donc, aujourd'hui en partie mutuelle, je vous demande 2 choses. Soit l'approfondissement du cours, et j'aimerais que les élèves qui veulent travailler le cours se mettent ensemble et que je puisse leur venir en aide. Ce qu'on a compris, vous pouvez directement passer sur les exercices, et notamment l'exercice 7, qui est l'objectif de bac de la page 324 et 325 sur les tableaux.
Est-ce que vous pouvez me résumer en gros ce que vous êtes en train de faire dans ce groupe-là en ce moment? En fait, on a revu le cours et là, on est en train de relire le cours pour bien savoir si on a bien compris chaque partie du cours. Donc là, on lit et après on voit s'il y a quelque chose qui nous bute ou pas. Et vos camarades interviennent pour vous dire si là j'ai pas compris, là j'ai compris. Voilà, c'est ça. Et donc, comment vous êtes sûr que tout le monde a compris? Il n'y a pas de pudeur entre nous. C'est-à-dire qu'on ose dire j'ai pas compris. Oui, c'est ça. Parce qu'on est entre nous. Voilà, on est entre nous. C'est plus facile entre élèves que lorsque le professeur est là. C'est ça? Bah là, ils ont tous compris, donc on va avoir moins honte entre nous parce qu'on n'a toutes pas trop bien compris. Vous stabilisez ce que vous devez savoir avant de passer au tableau pour faire les exercices. Voilà, c'est ça. D'accord. Pour reprendre ce que tu me disais, c'est exactement ça. Tu peux le reformuler pour tout le monde? Il a envoyé un message chimique au deuxième neurone et c'était ça qui rendait le message, enfin un message chimique. Oui, alors c'est pas faux. C'est-à-dire que le message chimique issu, le neurotransmetteur issu du premier neurone va se fixer sur les récepteurs du deuxième neurone. Okay. Et c'est ça qui va faire l'influx nerveux. C'est toujours le problème de savoir où on place le curseur. Soit je fais un cours lent, et à ce moment-là, ces élèves ont compris, mais j'ennuie la majorité de ma classe. Soit je fais un cours rapide, et du coup, je les perds. Donc là, on a les deux. Il y a les élèves qui sont en activité au tableau. Eux, ils ont compris le cours. Elles, je savais que ça serait trop rapide ce que j'ai fait pour elles. Donc, elles se sont mises en groupe, elles sont 6 ou 7, et elles s'expliquent le cours, et moi j'interviens, et je peux faire vraiment de la remédiation, de l'explication, et pendant ce temps, les autres sont au travail. Voilà. Et le fait que vous utilisiez ce tableau-là, c'est le tableau au mur, est-ce que c'est plus pratique ou quoi? Parce que par exemple là, elle avait mal compris la deuxième question et du coup on a pu lui réexpliquer pour qu'elle comprenne mieux et du coup quand on est ensemble c'est plus facile parce que si on est dans notre coin, et ben, on va pas forcément poser des questions aux autres alors que là, et ben, on est tous ensemble. On est entre soi quoi. Ouais, Et alors la façon qu'elle a utilisée pour vous expliquer, c'était la même façon qu'utilise le prof? Bah pas pareil, parce que du coup ils comprennent mieux pourquoi j'ai pas compris et ils m'expliquent plus. Plus à sa place, vu que nous aussi au départ on était comme ça, alors que le prof il va l'expliquer avec ses termes. Non mais le prof il va pas forcément l'expliquer d'une manière qu'on va comprendre, alors que nous, vu qu'on a le même âge, tout ça, bah, on parle un peu de la même manière. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander aux autres, aux professeurs. Et là vous avez demandé. On a plusieurs groupes sur plusieurs tableaux et dès qu'on a des interrogations, etc., on peut demander au prof s'il est disponible, mais s'il est avec un autre groupe, on peut demander aux autres élèves. Et là vous avez appelé le prof. Vous êtes venu dans notre groupe et vous êtes venu voir ce que faisait ce groupe. C'est-à-dire que j'étais en train de faire l'approfondissement du cours, donc totalement autre chose, et je suis venu voir ce qu'ils avaient fait sur l'exercice. Et alors? Elle est utilisée chez les patients non-voyants pour retenir des mots. En gros. Au lieu de l'utiliser pour la vision parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils utilisent cette zone-là pour retenir des mots, donc c'est pour ça qu'elle est stimulée alors que normalement elle ne devrait pas. Tu viens d'expliquer une partie d'un exercice à tes camarades. C'était difficile de l'expliquer? Non, j'avais pas prévu, donc il fallait que je trouve mes mots et que j'essaie d'expliquer assez simplement. Pour essayer parce qu'on a pas mal réfléchi à l'exercice, le prof est venu nous aider à un moment, donc il fallait que je trouve mes mots et que j'essaie de faire comprendre à tout le monde assez simplement. Pareil, il y avait plusieurs documents, donc il fallait essayer de passer d'un document à l'autre. Bien comprendre un savoir, cela passe dans l'explicitation de ce savoir. Moi je trouve, en plus je suis dyslexique et par exemple j'aime pas du tout écrire. Et ça m'aide beaucoup d'expliquer aux autres en fait plutôt que de l'écrire moi-même, parce que pour l'expliquer il faut que je le reformule moi-même dans ma tête, que je l'agence et que après je l'explique. Et en plus si quelqu'un n'a pas compris, il me pose une question et moi ça me permet de moi-même me poser la question et de continuer à expliquer. Alors le tableau est utilisé pour toi de quelle façon alors? Par exemple il est utilisé pour faire les exercices, enfin quelqu'un peut écrire à la place de quelqu'un d'autre ou ce qui est pratique c'est qu'en fait on a surtout beaucoup de tableaux. Et par exemple, là, je sais qu'il y en a qui ont fait une partie de cours. Nous, si on fait des exercices et qu'à un moment, on a besoin de se référer au cours ou qu'on a besoin de savoir une information, au lieu d'aller voir notre papier du cours, on peut aller voir l'autre tableau. Comme ça nous permet d'aller voir les autres qui peuvent aussi aller voir notre exercice pour comprendre, ou un autre exercice sur un autre tableau, et qui permet d'aller voir le tableau, voir les informations qu'il y a, parce qu'en plus c'est un résumé plus concis, c'est on voit ce qu'ont appris les élèves eux. C'est la première fois qu'on voit autant de tableaux dans une salle de classe. C'est clair, il y en a beaucoup, il y en a 6 ou 7 je crois. Et alors, c'est la première fois que tu vois ça? Ouais, on n'avait jamais eu de cours comme ça avant et c'est vraiment super. Enfin, ça aide beaucoup à apprendre et à mémoriser, et ça nous permet de parler, on peut bouger pendant la salle, parce que c'est vrai que rester statique pendant 1h30 c'est un peu long sinon. Donc ça nous permet de bouger, d'aller voir à l'autre bout de la salle.
Comme ça, le prof est plus libre en plus, donc on peut lui poser plus de questions sur l'exercice et tout, que si on était assis, donc c'est vraiment super. Vous échangez pour essayer de savoir quel est le bon mot, quelle est la bonne expression. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, c'est difficile? Il y a certains groupes avec lesquels j'arrive mieux à m'entendre qu'avec d'autres. Et vous travaillez souvent dans ce groupe? Oui, puisqu'en général, justement, c'est un groupe avec lequel j'arrive plus facilement à... On fonctionne en fonction d'affinité, parce que sinon... Et vous êtes choisi? Comment c'est le professeur qui a imposé? Non, c'est nous, on se met tout seul par groupe et ça se forme tout seul en fonction des affinités. Et ce groupe, c'est toujours fait comme ça? Bon, ça peut changer, des fois on va des fois jouer dans l'autre groupe, ça dépend. Généralement, on se regroupe quand même, nous trois, dans le même groupe. En fait, on trouve la solution à plusieurs. Oui. Et alors, c'est mieux, c'est comment? Non, c'est mieux parce que des fois il y a des erreurs qu'on n'aurait pas forcément vues et que l'autre va venir vérifier. C'est un travail collégial que vous menez là? Oui, on travaille tous ensemble. Il y a eu le schéma qui a été fait par eux et nous, et on a séparé le travail pour que lui s'occupe des drogues et moi de comment le message passe. Et le dessin, qu'est-ce qu'il a fait alors? C'est vous? Oui, c'est nous deux. C'est vous deux. Est-ce que vous avez fait contrôler le dessin par vos autres camarades? Oui, on a demandé. Ils vous ont dit que c'était bon? On était en accord avec lui. Vous attendez un contrôle par le professeur? Oui, on va l'appeler dès qu'on a fini, on l'appelle. D'autres groupes d'abord ou alors le prof? Comment vous faites? Ça dépend, des fois des groupes qui se déplacent ici et qui regardent pour voir si... Et si on vous dit là il y a une erreur? On lui montre quelle erreur c'est et on la corrige. Vous la corrigez. Donc en fait, c'est bien entre vous que vous construisez les bons résultats, les bonnes solutions. Utilisez votre smartphone pour quoi faire? Parce qu'en fait, on est en train de voir les neurotransmetteurs. Et je sais que quand j'ai fait mon TPE, j'ai vu le mot neurotransmetteur, donc je suis en train de regarder mon TPE pour voir... Et vous avez votre TPE sur votre smartphone? Non, mais j'ai regardé le thème de mon TPE et je sais que je vais retrouver... Parce que justement, je pourrais poser des questions que je n'avais pas posées, vu que je ne savais pas ce que c'était. Maintenant qu'on le voit, je pourrais demander... Et en fait, vous regardez quoi sur Internet? Enfin, là, je regardais la composition de l'épiderme, parce que je sais que dans l'épiderme, il y a des neurotransmetteurs. Du coup, je voulais voir le nom du neurotransmetteur. Donc, vous avez l'autorisation d'aller sur l'iPhone? Oui. C'est utile? Oui. Mais vous ne téléphonez pas? Ah non. Non. Et puis, vous n'envoyez pas des mails à vos copains? Non, pas du tout. Et c'est toujours le même principe, clé-serrure. On a un récepteur qui a une forme spatiale, on a une molécule, là en l'occurrence un neurotransmetteur qui a la forme complémentaire. La liaison de l'un avec l'autre provoque une action. Une salle de classe avec autant de tableaux, tu avais déjà vu ça? Non, avant cette année. C'était cette année où ils ont... Ouais, c'est depuis cette année, sinon non, pas du tout. Quelle impression ça donne d'avoir autant de tableaux? Moi au début j'étais pas pour, j'aimais même pas cette idée. Et alors? Pourquoi en fait, tu n'aimais pas? Pourquoi tu n'aimais pas? Parce que moi j'aime bien être rassurée par le professeur, etc. Et que là c'était avec mes camarades et voilà. Au fur et à mesure de l'année, j'ai aimé l'idée en fait. J'ai appris à aimer le concept en fait. Qu'est-ce que tu as appris à aimer dans ce concept? La solidarité. Entre camarades? Entre les camarades. Tu disais tout à l'heure, on n'a pas honte, on peut se parler. Oui. On utilise les mots d'élèves en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de gêne, on est entre nous quoi. Mais le prof est pas loin quand même. Oui, bien sûr. Parce que j'ai vu, tu as vite couru vers le professeur quand tu as trouvé ton mot sur Wikipédia. Oui, parce que on sait qu'il est là et qu'on n'a pas forcément les réponses entre nous. Du coup, il y a le professeur à côté, où il y a notre smartphone si on est... Donc professeur au smartphone, même niveau? Presque. Non, parce que le smartphone, faut lire, faut essayer de comprendre, alors que le professeur directement il nous explique et c'est plus simple. C'est quand même utile un prof. Ouais. Ça va mieux là? Les non-voyants vont pouvoir acquérir une capacité de mémorisation de mots plus importante parce qu'ils vont utiliser l'air visuel pour la mémorisation des mots. S'ils recouvrent la vue, d'après vous, finalement le prof est à sa place, enfin en tout cas à mon idée, c'est-à-dire au centre avec les élèves. Oui. Et donc c'est sûr que cette paillasse aujourd'hui elle nous gêne et on n'a qu'une envie, c'est de la casser pour que... Voilà. La salle, si on la regarde, cette salle, il y a encore ce tableau vert et la paillasse, vestige des temps passés, mais quelque part, ce que l'on cherche, c'est à dépolariser la salle de classe.
il y a plus, le regard des élèves n'est plus tourné vers le professeur, vers le tableau, mais plutôt est tourné vers leurs camarades ou vers les tableaux des autres élèves qui sont en train de travailler. Et on casse la position du professeur. Moi, souvent, je me disais, quand j'ai débuté ma carrière, j'étais acteur, puis metteur en scène également. Et aujourd'hui, je ne suis plus acteur, je ne suis plus metteur en scène, je suis quelque part régisseur en fait. Régisseur de classe, c'est-à-dire que je mets les élèves dans les bonnes dispositions pour qu'ils travaillent. Voilà. Je leur fournis ce dont ils ont besoin. Oui, moi je vous disais tout à l'heure ce que j'avais fait ce matin avec mes élèves, il n'y a aucune trace sur ce tableau-là. Ce qui prouve bien que pendant 2 heures, on a travaillé ailleurs que là. Donc eux, ils ont travaillé sur les tableaux et quand moi j'ai fait le bilan avec eux, qu'on a regardé, on était autour de ces tableaux-là. À aucun moment on est revenu là. Mais quand vous dites à aucun moment de ce cours, est-ce qu'il vous arrive parfois pendant des cours de l'utiliser? Ah oui. Oui. Oui, donc certains moments où je pourrais très bien utiliser cela. C'est-à-dire que écrire là ou écrire là, moi ça ne me dérange pas. À la limite, c'est parce qu'il est vert qu'il est original, quoi. Oui, c'est ça, ou parce qu'il peut se monter, je dirais peut-être. Ah oui, d'accord. Donc à la limite, on l'enlève et on met un ensemble de tableaux blancs. On a tout un ensemble de tableaux blancs. Ouais. Et les élèves? Les élèves, moi je les trouve, là par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, et puis bon, moi il y avait les miens, mais il y avait ceux de Florence qui ont moins l'habitude de travailler comme ça, et ils étaient à l'écoute, ils ont adoré, hein, moi ils m'ont dit en sortant, c'était bien, on a bien compris ce qu'il fallait faire, etc. Alors moins les miens peut-être parce que finalement ils ont plus cette habitude-là, mais les autres, ils ont vraiment bien accroché. Donc des élèves acteurs. Est-ce qu'on peut dire des élèves enseignants? Absolument, des élèves acteurs, metteurs en scène, pardon, enseignants bien évidemment. Finalement, c'est quand on enseigne qu'on sait ce que l'on sait. Lorsque M. Fayet est venu voir la direction d'établissement, le proviseur, l'équipe de direction, il leur a dit voilà, j'envisage de mettre en place une pédagogie particulière qui nécessite que l'on mette sur tous les murs de la salle de classe des tableaux blancs. Il y en a 6 ou 7, je crois. C'est exact. Comment a réagi cette direction? Avec enthousiasme. Le professeur est maître dans sa classe. Et nous, direction d'établissement, nous avons vocation à accompagner les professeurs dans les démarches qui sont les leurs, pourvu qu'elles visent effectivement à ce que les gamins réussissent, c'est-à-dire soient en activité sur le temps scolaire et prennent plaisir à rejoindre la salle de classe. Si multiplier le nombre de tableaux dans une salle de classe peut servir à cela, œuvrons alors en ce sens. Donc c'est une classe qui est renversée. Donc moi pendant 25 ans à peu près j'avais l'habitude de faire cours comme ça et je fais toujours cours en amphi, donc c'est le cours classique, le cours magistral et j'adore faire ça. Et la consigne avec les élèves elle est assez simple, vous écoutez le cours, vous me posez des questions en cours, vous comprenez ou pas. L'important c'est de bien assimiler et puis de travailler parce qu'il faut quand même travailler chez vous. Le jour d'examen il y a quand même des choses à restituer. Et ce qui m'a fait changer, il y a une dizaine d'années, c'est que je trouvais que mes étudiants étaient trop consommateurs. Et ils prenaient le cours comme ça. Donc je me suis dit, il faut que j'essaye d'innover, mais pas pour qu'ils soient forcément meilleurs en cours, pour qu'il y ait de l'interaction. Voilà. Et donc l'innovation que j'ai inventée, entre guillemets, la classe renversée, c'est son but principal, qui est des interactions, des communications, des échanges, comme on l'a vu dans le cas des classes mutuelles. Et pour les prendre un petit peu au départ, je leur ai dit, vous savez que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, alors faites le cours. C'est vous les 50, maintenant ils sont 75, hein. Mais je fais ça aussi avec des groupes de 130. Donc ils sont 75, je leur dis, c'est vous le prof, 75 profs et un seul élève. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Une fois je racontais ça, puis il y avait un professeur qui avait noté, la meilleure façon d'enseigner, c'est d'apprendre. C'est vrai aussi, hein, mais c'est une autre vérité. La meilleure façon d'enseigner, c'est aussi d'apprendre des autres et d'oser faire des choses. Donc les élèves font le cours. Alors c'est un cours de génétique. Ils sont en 3e année de licence, bachelor, cours de génétique. C'est un cours très pointu, hein, et c'est un cours qui a un coefficient très élevé, un des cours les plus importants de 3e année. Donc je les mets en équipe, c'est des équipes de 6. Il y a un casting, ils ne sont pas mélangés au hasard. Dans chaque équipe, il y a des élèves qui ont des très bons niveaux académiques, des élèves moyens, et puis il y a des élèves qui ont des difficultés. C'est pas moi qui fais les équipes, je les connais pas. J'ai une collègue qui travaille avec eux l'année d'avant, qui constitue les équipes.
Donc ils vont produire les chapitres. Donc ce sont bien les élèves qui écrivent le cours, qui produisent le cours, et vous allez voir même jusqu'à l'examen. Donc j'ai 12 équipes à peu près, 12 équipes de 6. Et pour que ces 12 équipes fonctionnent bien, en mutualité on va dire, eh bien je les ai composées à ma façon. Après il y a d'autres temps où ils peuvent se mettre un peu par hasard. Donc je leur donne juste les titres des chapitres. Le coronavirus, la réplication de l'ADN, les mutations, un titre. Donc je leur donne 12 titres et j'ai fini mon travail. Alors eux, ils doivent construire un plan. Alors ils utilisent des cartes mentales. Il n'y a pas de document, il n'y a pas de cours. Hein. Ce n'est pas de la classe inversée. Je leur donne pas de cours. Donc on part à zéro, à blanc. Ils vont sur les sites, ils vont sur Internet, on a une bibliothèque numérique, ils doivent référencer toutes leurs sources. Ils construisent le plan. Moi, je valide le plan avec eux. Après tout, c'est eux le prof. Hein. Donc moi, j'écoute le plan du prof. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, ma classe. Ils s'installent un peu comme ils veulent, c'est open. Hein. Ça dure 2 heures, c'est des cours de 2 heures. Ils peuvent rentrer, sortir comme ils veulent. Voilà, puis ils s'installent. C'est très, très dynamique. Et moi, je passe et je leur pose des questions. Le cours est écrit sur un document participatif, un Google Drive. Donc, ils produisent, ils écrivent, ils ont droit au copier-coller. Par contre, le copier-coller, il doit être compréhensible. Et quand ils ne comprennent pas ce qu'un autre groupe copie, ils surlignent. Donc chaque équipe a un chapitre, et puis au bout de quelques semaines, les chapitres tournent. Donc ils doivent écrire, et ils abusent du copier-coller, qui n'est pas compris par les autres équipes ou par moi, eh bien c'est surligné. Tout ce qui est surligné